Eh ben, merci à tous d'être venus pour cette conférence, une des dernières de la journée. Donc, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Promis, on va pas trop voir du code. On va surtout parler théorie. Laissez-vous bercer. Là, on va parler de WebRTC. Pourquoi c'est le feu? Avant tout, quand même, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Renaud Mathieu. Je suis un freelance. Je suis basé à Paris. Je suis aussi membre du Paris Android User Group. On organise Android Makers, généralement, qui est une grosse conférence Android. Et puis, je suis aussi très content d'être ici. C'est la deuxième fois que je suis speaker au DevFest Toulouse et c'est toujours un plaisir de venir. Pourquoi ce talk? Alors, dans une mission freelance que j'ai eu l'occasion de réaliser l'année dernière, j'ai découvert vraiment WebRTC. La mission était pour un client qui travaille dans le cloud gaming. L'objectif, c'était de faire une surface, on appelait ça une surface, qui est en fait un onglet Chrome dans lequel est émulé via du cloud gaming un jeu Android par exemple, et on avait une application mobile iOS Android sur laquelle on avait un contrôleur qui était un joystick. Ça permettait aux gens qui n'ont pas la manette branchée directement sur leur ordinateur de pouvoir à minima jouer à des jeux un peu fun en convivialité avec pas mal de monde. Et dans ce projet-là, j'ai eu l'occasion aussi de travailler sur du compose multiplateforme. Alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, on va un peu le voir dans cette présentation. Le talk ici, c'est donc du retour de terrain. C'est des choses que j'ai découvertes l'année dernière, des murs que je me suis pris aussi. Donc si ça peut vous permettre d'éviter ce genre de mur, je suis très content. Donc voilà, c'est vraiment retour d'expérience, retour terrain. J'ai quand même une question, parce qu'on est sur des DevFest Toulouse, il y a un peu, on est très hétérogène dans la salle. Qui fait du Kotlin ici? Ouais, c'est pas mal, cool. Qui fait du mobile? Ah bah c'est top, super. Ok, ça me permet un peu d'ajuster aussi par rapport à la conf. Alors, le WebRTC, ou c'est Web Real-Time Communication, c'est une technologie qui permet de communiquer donc, en temps réel directement depuis des navigateurs web ou aussi des applications mobiles. Je pense, ça c'est mon feeling, que son développement et son adoption, ça a marqué des étapes assez importantes dans l'évolution de technologies web et surtout de la communication. Qu'est-ce qu'on peut faire avec WebRTC? Il y a 3 canaux, des tracks dorénavant. On peut partager de la vidéo, un flux audio, et ça c'est assez pratique dans le cloud gaming, un channel de data dans lequel on peut envoyer par exemple des byte arrays pour envoyer une commande, petit bonhomme saute, voilà, on formate ça en byte array et c'est beaucoup plus simple que d'envoyer de l'audio, de la vidéo. Donc c'est très très pratique et ça permet de couvrir beaucoup de cas d'usage. On va rentrer un peu plus en détail dans WebRTC, mais avant, je trouve assez intéressant de faire un petit aparté et de prendre un peu de recul vite fait pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. On est en 2024, bientôt 2025. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Donc faire un peu une frise chronologique. Bon, le concept de communication en temps réel dans les navigateurs sans avoir besoin de plugins, parce que c'était ça en fait à la base, ça a commencé à gagner du terrain en 2009-2010, pas avoir à installer plein de petits plugins dans son navigateur. Et Google a joué en fait un rôle très important au cours de cette période. Ils ont acquis l'entreprise qui s'appelait Global IP Solutions, ou GIPS, qui était une société à l'époque connue pour justement le développement de logiciels, transmettre faire du traitement de la voix, de la vidéo de haute qualité. Donc ils les ont rachetés en 2009 et c'était vraiment les débuts. En mai 2011, donc il y a quand même pas mal de temps, et WebRTC est là depuis pas mal de temps aussi, Google a annoncé son projet WebRTC et il a rendu les composants open source. C'était une initiative qui visait à standardiser et à rendre librement disponible pour tous les développeurs et les fournisseurs de navigateurs un moyen de faire de la communication audio, vidéo et d'envoyer des données. Très rapidement, le World Wide Web Consortium, le W3C et l'IETF, donc le Internet Engineering Task Force, ils ont commencé à travailler ensemble sur la normalisation d'API, et notamment de certains protocoles qu'on va pouvoir standardiser pour les mettre directement dans les navigateurs web. À l'époque, le W3C s'est concentré sur les API JavaScript et l'IETF a travaillé sur les protocoles, le format justement des données sous-jacentes qu'on va envoyer directement quand on établit une connexion pair à pair. Donc en 2012, c'est là où on a Mozilla, Google qui ont commencé à implémenter WebRTC directement dans leur navigateur, donc Firefox, Chrome.
Et pour moi, ça a marqué le début de vraiment l'expérimentation de l'utilisation de WebRTC dans des applications réelles, en fait. On a en 2014-2015 une technologie qui commence à mûrir avec une bonne stabilité, des performances aussi améliorées. Et on a des services comme AppearIn, qui s'appelle maintenant Whereby, des outils de vidéoconférence, voilà, vous connaissez Google Meet, etc., qui ont démontré tout le potentiel de WebRTC dans les applications publiques et aussi dans les applications d'entreprise. 2018, donc là on est à la fois il y a pas mal de temps, mais ça a pris quand même 9 ans pour démarrer. Mais là, le W3C a officiellement publié la norme WebRTC 1.0. Ça a marqué forcément une étape très importante dans le développement. Donc à son époque, WebRTC avait connu une adoption généralisée dans pas mal de domaines, et on en reviendra plus tard, la télésanté, l'éducation en ligne, le support client, le cloud gaming. Et puis en 2020, pandémie Covid-19, ça a accéléré vraiment l'adoption de WebRTC. On s'est tous retrouvés à la maison à faire des visioconférences. La demande d'outils de communication à distance, elle a explosé. Il y a des plateformes comme Zoom, Google Meet, Microsoft qui ont connu une utilisation massive à l'époque. Et beaucoup ont exploité WebRTC. Justement, on va voir un petit peu comment ça s'est passé d'un point de vue architecture. Alors, ça c'était la partie histoire pour vraiment vous montrer que WebRTC c'est là depuis pas mal de temps, et je pense que c'est encore là pour pas mal de temps aussi. Comment ça fonctionne WebRTC d'un point de vue architecture? Déjà, la première chose, c'est on va repartir sur quelque chose d'assez simple, le mesh ou l'architecture en maillage. Dans une architecture mesh ou maillage, tous les clients ABC, sont directement connectés à tous les autres participants. Alors, vous êtes peut-être familier avec la théorie des graphes, où chaque nœud est en fait connecté à d'autres nœuds. C'est en fait un graphe complet. Et donc, pour un graphe complet avec n, eh ben, pour connaître le nombre d'arêtes, donc les connexions, on le calcule en n, facteur d'n-1 sur 2. Super intéressant quand aussi vous avez une équipe de 10. Ça vous permet de savoir le nombre de connexions pour une équipe technique de 10 personnes qu'il faut mettre en place pour que chaque personne se parle et que l'information se diffuse. Donc on voit qu'il y a des enjeux de scalabilité. Et donc cette solution, elle présente des avantages. C'est facile à mettre en place, il y a des faibles coûts d'exploitation. Par contre, ça nécessite une bonne bande passante qui n'est pas forcément évolutive. C'est très bien pour des petits groupes de maximum 2-5 personnes. Une autre architecture, le MCU, donc c'est pas le Marvel machin, c'est Multipoint Conference Unit. On a Client et BC et bon vieux serveur. On a des connexions qui se font entre le client A et le serveur, lui, en fait, il va recevoir des paquets et va les envoyer à client B et C. Donc cette solution, elle a des coûts de calcul qui sont assez élevés pour décoder et encoder le flux côté serveur. Ça entraîne potentiellement une latence, du coup, à grande échelle. Et le problème là-dedans, c'est que le serveur devient un peu un single point of failure, un spoof, et nécessite aussi une bande passante très importante. Donc on a vu Mesh, on a vu Multipoint Conference Unit, maintenant WebRTC. Alors, on a toujours un serveur, et là on va établir une connexion pair à pair entre client A et client B. Comment ça se passe en WebRTC? Le client A, il va créer une offre, ça s'appelle un offer, il va l'envoyer au serveur de signalisation. Ici, ce que je vais souvent appeler serveur, c'est signaling server. Le serveur de signalisation va juste le relayer au client B. Le client B a reçu cette offre. C'est un peu comme s'il lui avait donné sa carte d'identité. Et lui, il a fait le contrôle et il l'a donné à l'autre. Client B, ensuite, va recevoir sa réponse et va en fait appeler ça une answer, une réponse. Il va le donner au serveur de signalisation qui, lui, va le renvoyer au client A. Là, le client A reçu la réponse. Après ça, on a un échange de candidats ICI, où les deux clients rassemblent chacun leurs candidats qui vont correspondre en fait au format de médias sur lesquels on est capable de discuter. Moi, je suis capable de jouer de la vidéo dans tel format. Toi, tu es capable de m'envoyer une vidéo de tel format. Les candidats ICE, donc ça fait partie du standard, sont envoyés au signaling server qui, lui, va les relayer au bon homologue. Donc là, les ICE s'envoient. Et à partir de là, en fait, on a établi une connexion pair à pair
On a échangé nos identifiants, on a échangé nos médias, nos formats, et on peut se connecter entre A et B. À partir de là, on n'a plus besoin du serveur. Ça se passe seulement ici. Donc, si je là, c'est plus mon avis personnel. Moi, je vois le processus d'établissement comme une connexion RTC entre deux clients, deux homologues, en deux phases. Il y a la phase de signalisation. Donc, cette phase, ça implique l'échange d'informations de connexion qui sont nécessaires pour que les deux homologues puissent se connecter directement. Ça, c'est super intéressant. Cette phase, elle n'est pas, on va y revenir, elle n'est pas gérée par le standard WebRTC. C'est à nous de le faire, et on va le faire juste après. La deuxième phase, c'est la phase de connexion peer-to-peer. Donc c'est cette phase qui est gérée par le protocole WebRTC qui, elle, va impliquer l'établissement en fait, de la connexion réelle et en temps réel, pair à pair, entre deux clients. Ça permet des échanges de médias et ça permet aussi aux données de circuler librement. J'ai parlé de ICE. Qu'est-ce que c'est ICE? On va le voir très rapidement. Interactive Connectivity Establishment, c'est une technique qui combine finalement des serveurs stun et des serveurs turn pour découvrir, établir le meilleur chemin de connexion entre les clients WebRTC. Ça permet la communication en temps réel, également dans des réseaux et des environnements réseaux qui sont assez difficiles. Alors vous allez me dire, c'est quoi stun? Stun, c'est le protocole qui est utilisé pour découvrir l'IP adresse publique et le port d'un client. C'est un serveur. Google en met à disposition un gratuitement, Twilio en met un. Je crois d'ailleurs, on m'a dit une fois, mais ça, je n'ai pas vérifié, désolé, que Twilio était un peu plus rapide. Mais voilà. Donc vraiment, dites-vous que ça permet de découvrir l'IP adresse publique et le port d'un client. Et le fameux turn, les serveurs turn, ça agit comme un intermédiaire lorsque les connexions pair à pair sont directement, ne sont pas possibles. Par exemple, si on change la configuration réseau, ou si cette configuration réseau est restrictive, et ça va permettre de relayer les flux multimédia directement entre des clients, et ça garantit en fait une connexion fiable. C'est un schéma un peu plus compliqué, mais du coup, là, on voit qu'il y a aussi une brique, la brique NAT, qui, elle, va faire de la traduction d'adresse réseau. Et en fait, c'est une méthode de mappage. Qu'est-ce que c'est globalement? C'est on envoie un paquet, et dedans, il y a une en-tête. Et en fait, on va juste changer l'en-tête de l'IP pour être sûr qu'au lieu de renvoyer un nouveau paquet avec un nouvel header, on change juste le IP address header, et ça permet de justement renvoyer le même paquet, on the fly, quoi, au lieu de renvoyer le paquet. Donc là, on a une architecture à peu près globale de WebRTC. Signaling server qui est utilisé au début. On a l'implication d'un add, d'un turn server et d'un stun server pour la partie client A et la partie client B. Quelques infos quand même importantes. L'aspect WebRTC, ça inclut des API pour communiquer avec un serveur ICE. Je l'ai dit tout à l'heure, le composant signaling, il ne fait pas partie du standard. WebRTC aussi transporte des données via UDP. C'est un protocole qui est sans connexion, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'établissement de connexion réelle avant la transmission des données, mais encore plus important, il n'y a pas de acknowledgement. Ça veut dire que le protocole, potentiellement, vous pouvez avoir des data loss. Moi, en pratique, j'en vois pas. Je trouve que le WebRTC, c'est quand même suffisamment robuste, mais ça permet d'aller justement très rapidement. Donc, on n'a pas, comme TCP, de mécanismes de contrôle de flux. On ne gère pas les erreurs ni l'accusé de réception des données qu'on a reçues. Et du coup, ça augmente forcément le risque de perte de données. Quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est si vous allez dans Chrome et vous lancez ça, vous verrez tout ce qui se passe dans votre navigateur au niveau WebRTC. Et en fait, j'ai fait le test la semaine dernière par hasard, je l'avais lancé, et j'étais sur LinkedIn. Et en fait, le feed LinkedIn, il est établi en WebRTC. Alors je me suis dit, c'est cool, on va pouvoir un peu récupérer les informations, qu'est-ce qui est transmis dans WebRTC. Bon, malheureusement, c'est chiffré, et je me suis un peu arrêté là. Évidemment, c'est chiffré quand on y repense. Mais voilà, il y a des technologies comme LinkedIn, leur feed, vous le verrez, vous allez sur LinkedIn, vous lancez cette URL, vous allez voir qu'il y a du WebRTC qui est sous le capot. Je trouvais ça super intéressant, et pareil, quand vous êtes sur Google Meet, etc., vous pouvez aller lancer, et vous voyez tout ce qui se passe. Ok, on a vu donc le signaling server. Ça ne fait pas partie du standard, et c'est nécessaire pour que en fait, deux clients puissent partager la manière dont ils doivent se connecter en pair à pair.
On résout un web server, un signaling server, pardon, souvent via une API web, via un standard basé sur HTTP. Alors ça peut dire un REST, une API REST ou du RPC. Bon, là, ce qu'on va faire, on va s'amuser encore plus simplement, on va faire une WebSocket. Et en fait, on va regarder quel est le flow que je vous ai décrit tout à l'heure, mais un peu plus poussé. Donc, on a client A, signaling server, client B. Donc, désolé, ce diagramme de séquence, je l'ai généré via un outil en ligne. Je ne sais pas si vous voyez bien dans le fond. Ça va? Ouais, ok, cool. Donc on initialise WebRTC. Là, ce que je vous disais tout à l'heure, on crée l'offer. Le set local description, c'est vraiment comment je construis ma carte d'identité. C'est basé sur mes descriptions. Et je vais envoyer l'offre, je relay l'offre, je reçois l'offre. Moi, je vais set mes remotes. C'est ah tiens, voilà une carte d'identité de quelqu'un qui est remote. Très bien, je la mets dans mon petit paquet. Bah, je vais faire une réponse. Je vais set moi ma carte d'identité. J'envoie l'anser, je la reçois, je set la remote, du coup, parce que c'est celle qui vient. Et là, maintenant, on fait de l'asynchrone, on fait ça ensemble, et ben on s'envoie du IC. Donc les IC candidés, je les reçois, je les ajoute, je les renvoie, je les ajoute. Tout ça, ça se fait vraiment de manière parallélisée. Et je l'ai mis comme ça, mais vraiment, tout se passe en même temps. Et une fois que c'est bon, ce que je voulais juste dire, c'est que une fois qu'on a récupéré là, on a établi une connexion pair à pair. Donc on va créer notre petit signaling server et vous allez voir, c'est pas compliqué. Bon bah c'est cool, il y a pas mal de personnes qui font du Kotlin. Moi je suis assez fan de Ktor. Je trouve que pour mettre en place un petit serveur très rapidement, c'est vraiment très très sympa. Donc ça va impliquer de mettre en place ce serveur ensemble. Si vous ne connaissez pas Ktor, voilà, j'ai fait des articles là-dessus qui vous permettent de prendre en main l'outil. C'est vraiment très simple. Mais voilà, il y a des infos ici. Donc, comment ça se passe? Je vais vous épargner la configuration Gradle, parce que sinon on est encore là demain. Mais on va sur startktor.io et on va activer le plugin WebSocket. Retour du terrain, là c'est très, très important pour moi, c'est qu'en fait on pourrait envoyer des strings à chaque fois. J'ai reçu une answer, je la balance, tout va bien. Je trouve que wrapper tout ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant, surtout si vous voulez améliorer votre process par la suite. Et en fait, ce que je vous conseille, c'est à chaque fois, mettez une petite classe packet dans laquelle vous pouvez mettre un ID, qui est le message qu'on va voir juste après, et les data. Et le message, en fait, on a les ICE candidates, l'ICE server, si j'initialise, si j'ai reçu une answer, si j'ai reçu une offre. Ça permet un peu d'encapsuler et vous allez voir après, ça permet une meilleure, comment on pourrait dire, moins de rigidité, plus de flexibilité par la suite dans le code. Donc ça, si vous le faites dès le début, c'est tout de suite beaucoup plus sympa. Et ce que je vous voyais aussi, c'est que c'est sérialisable directement. Donc grâce à Kotlin, tout ça c'est géré, c'est très pratique. Là, on est sur un petit peu de Ktor, très gentil. En fait, ce qui va se passer, c'est que le signaling server va récupérer plein de connexions, client A, client B par exemple. Donc il faut qu'il puisse savoir qui est A, qui est B. Donc en fait, on va s'amuser juste tout simplement à faire donc ça c'est la default WebSocket session, on fait un atomic integer, et dès que je récupère un client, j'incrémente la valeur comme ça, je sais que c'est client 1, client 2, client 3. On fait simple. Ensuite, ça c'est du Ktor, il n'y a rien de spécial. Install WebSocket, un ping pour le maintenir en vie quand même, parce que sinon il va se fermer. Ça, j'ai laissé les valeurs par défaut, j'ai mis Kotlin X, le serializer, justement parce que j'ai tout wrappé en JSON. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Je récupère une connexion et je vais sur un chemin que j'appelle WebSocket Connect. Et c'est parti. On va aller dans le code. Il y a plusieurs manières de faire en Ktor ce genre de choses. J'ajoute la connexion à mon pool de connexions. Là, j'ai un while true qui me permet... Ah oui, pardon. Évidemment, n'oubliez pas, une fois que vous fermez, d'enlever la connexion du pool, sinon vous allez vous retrouver avec pas mal de connexions. Et en fait, en fonction du type de message, je fais quelque chose en particulier. Et ce quelque chose en particulier, en fait, c'est très simple. J'ai reçu une information client A, je suis censé le relayer. Donc, je ne vais pas renvoyer la même chose à client A. Je ne vais pas lui faire un ping-pong. Donc, je vais juste filtrer. Je viens de recevoir quelque chose de client A, enfin, en l'occurrence 1, et je vais l'envoyer à tous les autres du pool. Donc, c'est le filtre ici pour dire je n'envoie pas à moi-même. Voilà. Donc là, on a un signaling server
qui va tourner. Je vais vous le lancer. Ici. Donc vous voyez là, il tourne, il est en train de répondre sur le localhost. Alors j'ai fait en localhost pour des raisons de réseau. Et maintenant, on va mettre la petite casquette de super développeur web. Vous allez voir, ne me tapez pas. J'ai essayé de faire comme je pouvais. En fait, c'est hyper simple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin de plugin. Et en fait, c'est standardisé. Donc en fait, tout vient quasiment out of the box pour votre navigateur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mon signaling server URL, donc c'est mon localhost sur Connect. J'ai une socket qui est ouverte. J'ai la peer connection locale, la remote, le stream en cours. Et derrière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement... Ah bah voilà ce que je dois gérer quand j'handle l'offer, j'handle l'anser, j'handle les ICE candidates. C'est tout. Derrière, j'ai simplement des méthodes qui vont me permettre, via le navigateur Media Device, de récupérer la vidéo, de setup vraiment le type de stream que je voudrais mettre. Et en fait, j'ai le onIceCandidate. Dès qu'il se passe quelque chose, je renvoie la string directement à mon relais, à mon signaling server. Globalement, j'utilise simplement l'API qui est déjà disponible. Pareil pour l'handle de l'offer. Et je crois que j'ai passé l'anser. La socket, l'ICE candidate, l'offer. Ah bah, il y a l'anser juste en dessous. Je vais vous faire une petite démo du coup. On a notre signaling server qui tourne. Hop. Donc là, ça c'est mon flux en temps réel. Et en fait, je vais faire un autre onglet. Donc, pardon. Hop. Donc, on va démarrer un petit call. Alors, ce que vous voyez à gauche, j'ai le son, comme il y a aussi l'audio. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais la qualité à droite est un petit peu moins bonne que celle de gauche. Parce que c'est du coup du remote, alors que là, c'est vraiment mon flux local. Et ce qui se passe dans les navigateurs, c'est qu'ils utilisent directement le flux de la caméra. Donc c'est de très bonne qualité. Là, forcément, il y a de l'encodage qui s'est passé. Ce qu'on peut voir derrière, c'est qu'on va regarder tout simplement notre signaling server. Là, c'est intéressant, là, j'ai l'échange d'ICE candidate qui s'est passé. Il y a pas mal d'échanges. Bon, là, maintenant, c'est du ping, forcément. Mais les données, en fait, il y a eu l'échange de l'offer, il y a eu la réception de l'anser, il y a eu un échange d'ICE candidate, et maintenant, en fait, j'ai établi une connexion pair à pair. Je pense qu'il n'y a pas trop de lag, là. Bah, après, je suis en localhost, hein, forcément, c'est encore plus rapide. Mais voilà, donc là, on a fait un signaling server, très simplement. Et je ne suis pas un dev web à la base. Hein. On va parler un peu mobile, sur Android. Ce qui est super intéressant sur Android, c'est qu'il existe des librairies qui nous permettent de nous faciliter le travail. Alors, il y a Google qui crée la libWebRTC, donc des .so par exemple, qui publie systématiquement la lib de manière native sur iOS, sur Android, sur d'autres plateformes. Ce qu'on fait par exemple Stream ou LiveKit, ils encapsulent tout ça et ils nous mettent à disposition, nous développeurs, des API encore plus simples. Parce que comme vous l'avez vu dans mon diagramme de séquence, il y a quand même un peu de parallélisme, quelques callbacks. Donc eux, ils nous gèrent tout ça out of the box et ils mettent à disposition aussi le signaling server. C'est leur offre qui permet de simplifier tout ça. Je trouve que LiveKit est pas mal parce que eux, ils ont une approche où ils ont forqué et ils maintiennent bien plus que Google WebRTC. Donc en fait, la lib WebRTC SDK ici, c'est maintenu par LiveKit. Donc il y a vraiment l'offre open source et après il y a la partie LiveKit par-dessus avec d'autres fonctionnalités qu'on verra juste par la suite. Donc à vous d'utiliser soit libWebRTC, soit d'utiliser le fork, soit d'utiliser et de payer Stream ou LiveKit.
Ça, pour moi, c'est la slide la plus importante, parce que s'il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on puisse un peu challenger par la suite, c'est OK, state ou asynchronous. Je ne sais pas si c'est une question que vous êtes déjà posée, mais le diagramme de séquence que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait beaucoup de callbacks, mais il y avait aussi du parallélisme. Comment est-ce qu'on peut gérer ça de manière hyper efficace dans une application qu'on va mettre en production? Généralement, on utilise soit des machines d'état, soit des appels asynchrones, et en fait, c'est vraiment deux paradigmes qui sont différents pour gérer des interactions et un flux de travail dans l'application. Selon moi, la machine d'état, ici, elle est plus adaptée. Pourquoi? Parce qu'elle permet plus de flexibilité, et en fait, on sait déjà quel est le flux de travail, le workflow, qui est complexe, certes, mais qui est déjà établi. On connaît le principe d'établir une answer, d'une offer, on sait qu'il va y avoir du parallélisme. Donc en fait, si vous partez sur des asynchronous avec des callbacks, très rapidement, vous allez vous trouver dans un état où, OK, j'attends cette callback, mais en fait, elle ne vient pas. Et ça va bloquer votre serveur. Alors que si vous vous dites, je suis en train de me connecter, très bien, là, je suis en train d'attendre les ICE candidates, là, je suis en train d'attendre l'answer, là, je vais générer l'offre. Tout ça devient beaucoup plus simple, et en fait, ça peut se gérer bien plus simplement via des when en Kotlin. Alors, pour revenir sur Android, une architecture que je suggérais, on va partir sur une WebSocket Data Source, donc c'est notre signaling server. Côté client, ici, on a un objet WebSocket Data Source. Côté toujours client, on aurait notre WebRTC Data Source. On va faire un connection repository qui va en fait combiner des flux qui viennent du WebRTC et de la WebSocket. Pourquoi? Parce qu'aussi le signaling server, on en a besoin au début, mais une fois que la connexion pair à pair est utilisée et c'est établi, on n'en a plus besoin. Et par-dessus, en fait, on aura notre view model qui va être consommé par la UI, qui va nous permettre de savoir, OK, je suis dans un cas où je suis connecté, je suis en train de me connecter, mais aussi de récupérer des input users. Mute-moi cette personne, raccroche-le, fais quelques actions directement qui viennent de l'utilisateur depuis le client. La WebSocket Data Source. En fait, ce qui est très bien dans Android, c'est qu'on a utilisé Kotlin Server pour la partie signaling server. Autant utiliser Kotlin Client pour la partie client. Donc, ça se passe ici, toujours le fameux content converter. Et en fait, le gros avantage, c'est que les messages, on peut utiliser le principe de flow ou de coroutine de Kotlin pour gérer à la fois le côté asynchronous de manière beaucoup plus simple. Et comme on a tout embarqué dans des WS packets, alors ça c'est pour justement open la WebSocket, la fermer, on a simplement besoin d'envoyer des messages qui sont sérialisés et de les recevoir et de les désérialiser en Webpacket. That's it. Ça, c'est pour la partie WebSocket. Pour la partie WebRTC, on va avoir le fameux objet Peer Connection qui fait partie du standard WebRTC. Dans ce cas-là, c'est un data channel. Bon, ne me demandez pas pourquoi dans la spec WebRTC, le data channel ne fait pas partie de la track audio et vidéo, elle est mise à part. Donc il faut créer un channel à côté. Et en fait, cet objet, donc là je le crée, le fameux data channel. Et bien grâce à la librairie, on peut tout avoir en suspend, donc le principe de coroutine directement. On peut se faire un petit state flow, envoyer des commandes, créer l'offre directement, créer l'answer, créer la fameuse carte ID de RTC, récupérer les ICE candidates, fermer la session si besoin. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les stun servers, si vous voulez utiliser ceux de Google. Et c'est tout, en fait. À partir de là, on a juste tout simplement récupéré les flux en flow ou en coroutine de la WebSocket du signaling server et de WebRTC. C'est là où c'est plus intéressant. Connection repository. On a un state de contrôleur. Et en fait, comme on a tout embarqué tout à l'heure dans des WS packets, on a la WebRTC, la WebSocket, et on fait un joli combine. Et ce combine, en fonction du peer connection et des paquets, si je suis en erreur, je vais faire ma logique d'erreur. Et sinon, en fonction de si j'ai des ICE servers, je vais faire la partie justement où je gather les ICE candidates. Si je suis dans une partie answer, je vais envoyer dans la WebRTC create answer. Et derrière, je vais exposer à mon view model le pairing state connected, connecting. Et à un moment donné, je suis connecté et je suis disconnecté. Et ça me permet à la UI de justement gérer mes mécanismes hyper simplement. Je suis connecté, je suis en erreur, je suis déconnecté. Donc tout ça, c'est après du pur Kotlin.
Voilà, ça c'est pareil, c'est comment gérer les Ice Candidates. On peut aller un peu plus loin, on a vu Android là. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a, bon, certains sont au courant de Kotlin multiplateforme, et grâce aux librairies qui sont fournies de manière native par Google pour iOS ou pour Android, pourquoi ne pas encapsuler tout ça dans une grosse librairie multiplateforme? Ça nous permettrait d'avoir tout ce moteur que je viens de vous montrer, le Connection Repository, valable à la fois sur iOS et sur Android. Ça, c'est le principe de Kotlin multiplateforme, que la page classique de JetBrains, où vous voyez qu'on a la partie serveur, on s'en est servi pour le signaling server. On a Android, iOS, le desktop, le web, qui sont disponibles comme artefacts. Il y a une librairie qui est plutôt pas mal maintenue par Alexei Pirev. C'est un Ukrainien qui est du coup basé à Kiev, qui s'est amusé justement à prendre toutes ces librairies natives. Et justement, comme c'est un standard, c'est ça qui est assez pratique, c'est que chaque méthode, en fait, ont le même nom entre iOS et Android. Donc c'est très facile, finalement, d'exposer une interface commune et d'appeler les librairies sous-jacentes. Donc il s'est amusé à faire tout ce travail-là. Il y a beaucoup de place pour l'amélioration. C'est une librairie maintenue par une personne. Moi, je me suis amusé à contribuer. Il est hyper réactif. D'autres personnes contribuent. Si vous deviez faire du multiplateforme sur WebRTC, je l'ai utilisé, c'est en prod, ça marche très bien. Il a fait une couche supérieure aussi, il utilisait Compose multiplateforme. Et la partie Compose multiplateforme, elle est très utile, par exemple, pour la vidéo. Donc il s'est amusé à faire un objet vidéo. Donc en Compose ou Kotlin multiplateforme, on a le mot-clé expect qui va nous dire voici l'interface, et en fonction de si je suis sur Android, iOS, je vais avoir des actuals. Donc il a dit, j'ai une vidéo, j'ai un audio. Voici mon composable que je vais afficher après pour mon client. Et je vais avoir une méthode, donc là c'est un actual, Android View, où je prends directement l'objet Android, Surface View Renderer, et je vais l'activer. De la même manière pour, ça c'est iOS, on utilise le RTCMTL Video View, qui est un objet de la librairie WebRTC, et on utilise le bon vieux UIKit. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'on a même maintenant la possibilité d'utiliser du WebAssembly, parce qu'il a supporté cette target. Je vais vous faire la démo juste après, où en fait, on a un actual et on prend l'élément vidéo de WebAssembly. On a à disposition un petit stream.js et c'est parti. Voilà, je vais vous faire la démo juste là. Alors, désolé, je vais les couper parce que... Hop. Donc là, on a un projet avec le Wasm ici, que je vous ai montré, le iOS, le Android. On va partir sur le Wasm. Donc là, vous voyez, c'est un peu thèmé matériel. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai utilisé le matériel thème de Jetpack Compose, en fait. Et en fait, ça marche directement dans le navigateur. Donc là, si je fais Start, en haut, vous avez... Ah ouais, du coup, il faut utiliser ça. Ma vidéo en local. Et là, je vais en dessous, j'ai la partie remote. Ah là, on voit bien que la qualité n'est pas pareille en dessous. C'est intéressant. Et pour le même code, en fait, je peux m'amuser à le mettre sur iOS ou sur Android. Voilà, on peut le compiler. C'est le même bout de code. Donc là, j'ai aussi un téléphone iOS. Hop. Je crois que je l'avais lancé. Je ne sais pas si le build y run pendant 1000 ans. Je vais vous le lancer là, je l'ai buildé juste avant. Voilà, on a la même UI. Hop là. C'est la même UI, c'est le même code en fait. J'ai le son. Il y a le son qui fait du Larsen du coup. Je me permets de le couper. Donc voilà, grâce à cette librairie qui va taper sur 3 artefacts fournis par Google, le wrapper à l'intérieur, en fait, on peut utiliser le même engine pour faire du WebRTC sur du mobile
Alors, il y a aussi la target JS classique. Je trouvais ça plus sympa de montrer la partie WebAssembly, mais c'est donc future-proof et ça marche super bien. On a vu le signaling server, notre capacité à faire du signaling server. On a vu comment faire du Android. On a vu comment le faire aussi sur iOS, WebAssembly, JS. On a vu comment le faire en vanilla JavaScript. Et là, vous allez dire, et ensuite une autre architecture. Ensuite, c'est que s'il y a beaucoup de connexions pair à pair, on se retrouve un peu dans du mesh architecture sur WebRTC, sauf qu'on a besoin du serveur au début et on l'a viré. Il y a une autre architecture qui est utilisée justement quand on fait des groupes, des appels groupés. C'est la Selective Forwarding Unit. On a client A, client B, client C. Là, on est vraiment dans du mesh. Il y a énormément de connexions. En plus, il faut envoyer dans les deux flux. Pourquoi ne metterions-nous pas un petit serveur au milieu? En fait, on se rend compte que le peer A, il parle au SFU, qui lui va parler par exemple au peer B et au peer C. Et c'est comme si en fait on établit une connexion pair à pair entre client A et le serveur, une connexion pair à pair entre le serveur et client B, et une connexion pair à pair entre serveur et client C. Mais en faisant ça, le serveur, contrairement à l'architecture single point, enfin le fameux MCU de tout à l'heure, en fait le serveur là il fait que routeur. Il n'a pas besoin de gérer beaucoup de données, de traiter beaucoup de données. Donc ce qu'on appelle SFM, Selective Forwarding Middle Box aussi. C'est un composant de serveur multimédia qui est en fait tout simplement capable de recevoir plein de flux multimédia et de décider ensuite lequel de ces flux multimédia va être envoyé à certains participants. Et ça scale beaucoup plus. C'est souvent pris en charge pour gérer les appels de groupe, les scénarios aussi de diffusion en direct. Ce qui est intéressant, c'est qu'en général, les SFU ne traitent pas les médias, mais juste les acheminent. Ils les redirigent directement vers les bons clients. Il y a quand même des technologies qui sont utilisées avec une SFU. Et c'est là où il y a beaucoup de valeur, justement, au niveau du serveur. Simulcast. Alors ça, vous l'avez, je ne sais pas si certains l'ont entendu, mais imaginons qu'un même participant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer plusieurs versions de son flux vidéo, par exemple, mais chacune avec une résolution différente. Une version en haute définition, une version en basse définition. Et en fait, le SFU, il va récupérer ce flux, mais il va envoyer en fonction de la connexion. Par exemple, client B n'a pas une bonne connexion, il va lui dire, toi, je vais t'envoyer le flux, mais en mauvaise qualité. Je vais l'acheminer, mais je vais renvoyer non pas celui en haute qualité, mais celui en faible qualité. Donc il y a quand même une certaine logique qu'on peut mettre en place dans le SFU qui permet justement, dans le cas où un client est connecté à une mauvaise connexion, d'envoyer une basse qualité. De la même manière, le temporal scalability, ça consiste à encoder une vidéo en plusieurs couches temporelles. Alors vous connaissez le fameux 60 fps. Pourquoi en fait, avec du temporal scalability, on dirait tiens, j'ai une mauvaise connexion, je vais plutôt passer sur du 15 fps ou du 30 fps. Donc ça, c'est aussi un moyen justement de mieux gérer une mauvaise connexion de l'utilisateur. Tout simplement, la première méthode simulcast, c'est baisser la qualité de la vidéo. Et la deuxième solution, c'est tout simplement enlever des frames. Il y a aussi d'autres méthodes qui peuvent être utilisées avec une SFU. Le chiffrement de bout en bout, c'est ce qu'on appelle les insertable streams. C'est du end-to-end encryption. Ça permet aux développeurs d'appliquer un petit chiffrement. On en parlait tout à l'heure avec LinkedIn. Typiquement, à mon avis, ils ont un petit côté chiffrement de bout en bout. Et après, il y a aussi les protocoles converteurs qui permettent de traduire des protocoles de communication différents entre deux systèmes. Ça, c'est utilisé dans le Secure Real-Time Transport Protocol, par exemple, et c'est dans le cas où je veux parler avec du H323 ou du RTCSP, c'est des formats audio différents qui sont peut-être pas supportés d'un modèle à l'autre. Et en mettant en place un protocole converteur, on va pouvoir se connecter à encore plus de clients qui, eux, ne gèrent pas ce type de médias. Là, je suis dans mes conclusions aussi un petit peu. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a du business autour de WebRTC?
On a parlé de LiveKit tout à l'heure, on a parlé de Stream qui justement mettent en place un SDK. Alors c'est bien, ils ont vulgarisé un peu plus la configuration de WebRTC, ils mettent en place un serveur aussi de signalement. Mais comment ça se fait que de plus en plus d'entreprises accordent de l'importance à WebRTC? Alors vous allez me dire, oui, il y a eu le Covid 2020, forcément il y a eu beaucoup de demandes, donc déjà ça a commencé à lever du business. Mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a la partie WebRTC où justement ils vont pouvoir vous permettre de faire de la scalabilité, la fameuse sécurité avec la end-to-end encryption qu'on a vu juste avant, permettre de la customisation. Par exemple, il y a des sociétés qui utilisent des fonctionnalités pour personnaliser la mise en page vidéo, mettre en place justement une marque en bas à droite sur le flux vidéo, qui aussi permettent d'améliorer l'expérience utilisateur. Et évidemment, bon, ça c'était le premier point, le easy to setup. Je me suis amusé quand même à regarder le nombre d'entreprises qui ont du business autour de WebRTC. J'ai trouvé que c'était quand même pas mal violent. Donc on a GameStream, LiveKit, qu'on a déjà vu, on a le Zoom SDK, on a ce truc-là aussi qui pop et qui commence à pas mal émerger par AWS. Le fameux Whereby qui est là depuis pas mal de temps dont je vous ai parlé. Bon, après, on a Zoom, Agora, vous connaissez certainement. Donc, il y a vraiment beaucoup de business. Et en fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est dans quel use case est-ce qu'on utilise WebRTC? Et ben, en fait, on l'utilise dans beaucoup de cas. On l'utilise dans la EdTech, on l'utilise pour la HR Tech, pour la fitness, quand on était tous à faire nos pompes chez nous pendant le Covid, par exemple. Dans le cadre social, évidemment, quand on s'appelle, on appelle notre famille. Bon, j'ai évidemment cité le cadre du gaming. Création d'événements. Il y a beaucoup d'apps de dating aussi, donc il y a du business autour de ça. Donc vraiment, on a beaucoup d'applications qui utilisent la communication et qui justement sont des bons candidats à utiliser WebRTC. La dernière chose, avant de conclure, c'est et ensuite, qu'est-ce qu'ils peuvent pousser et pourquoi est-ce qu'il y a encore plus de business? Bah forcément, au niveau du SFU, pourquoi ne pas proposer justement de l'intelligence artificielle? En fait, on se tourne vers un avenir avec beaucoup de technologies en IA, du MLKit, du machine learning, pardon, dans WebRTC. Et ça, c'est sur le point quand même de révolutionner pas mal l'expérience utilisateur dans le futur. On a des innovations. Alors, vous avez peut-être vu ces vidéos où il y a de la traduction linguistique, quelqu'un qui parle en allemand, et en fait, nous, on entend une voix qui parle en français par-dessus. Donc ça, c'est quand même assez fort. La traduction instantanée. On a aussi les sous-titres en instantané qui sont maintenant arrivés dans Google Meet. On a des fonctionnalités, si moi je devais le faire en implémentant ma technologie WebRTC, de suppression, noise cancelling, je suis dans un café, il y a beaucoup de bruit. En fait, le SFU, il peut justement gérer ce fameux noise cancelling. Des vidéos, amélioration de la vidéo basée sur de l'AIA. Maintenant, je vais avoir la police, je vais être bien coiffé, je vais mettre mes fameuses lunettes, etc. Donc voilà, il y a des possibilités qui sont assez infinies et c'est aussi peut-être une des raisons pour laquelle il y a pas mal de business aujourd'hui. Voilà. Alors j'espère que je vous ai montré qu'en tant que développeur Kotlin déjà, on est capable d'accomplir pas mal de choses aujourd'hui, que ce soit la partie back-end, iOS, Android, même WASM. On a tous les outils nécessaires, on a toutes les capacités en nous pour réaliser des choses assez incroyables. La partie intelligence artificielle, évidemment, il y a peut-être un business à aller chercher, on en est à ses balbutiements. Je pense que nos compétences aujourd'hui, elles sont quand même plus pertinentes que jamais dans un décor justement en perpétuelle évolution. Et je vous remercie pour votre écoute. Et si vous avez des questions, je suis disponible.